Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui démarre positivement pour les indices européens, avec un indice CAC 40 qui évolue au-delà des 6800 points. Parmi les nouvelles du jour, le soutien de la Banque centrale chinoise à son secteur bancaire et à la distribution de crédits bancaires aux petites et moyennes entreprises chinoises. La Banque centrale chinoise a donc décidé d'assouplir de 50 points de base le ratio des réserves obligatoires pour une grande partie du secteur bancaire. L'idée est de pouvoir libérer près de 200 milliards de dollars de crédits bancaires assez rapidement pour soutenir, stabiliser le ralentissement chinois, avec une économie chinoise qui fait toujours face à une dégradation significative de son secteur immobilier, en l'occurrence avec encore des nouvelles d'alerte concernant le promoteur immobilier chinois Evergrande, qui est toujours dans une situation de presque défaut, on va dire ça comme ça, en tout cas une situation de liquidité très tendue à court terme. Voilà pour la nouvelle du jour qui permet donc ce maintien des indices européens à mi-séance, une semaine qui sera marquée par des statistiques économiques et notamment sur le front de l'inflation américaine. Le chiffre sera livré ce vendredi, l'estimation d'inflation pour le mois de novembre aux États-Unis, une inflation qui va d'une année sur l'autre continuer de progresser pour avoisiner peut-être les 7%. On attend sur un an une inflation américaine pour le mois de novembre au global qui pourrait dépasser les 6,5%, 6,7% même, nous dit le consensus des économistes en ce début de semaine. Nous aurons le scénario macro-américain de Pictet Wealth Management dans un instant. Thomas Koster sera avec nous en visioconférence depuis Genève d'ici une quinzaine de minutes. Mais avant cela, le plan de trading à suivre dans quelques secondes avec les équipes de Bourse Direct dans une ambiance de marché un peu plus confuse. Les marchés actions en Europe démarrent cette semaine du bon pied. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen. Le CAC entame la semaine sur une note positive. Le marché n'en demeure pas moins sur le qui-vive quant au potentiel retour de la volatilité engendrée par la moindre information ou commentaire au sujet d'Omicron. Et puis les places continuent d'évoluer au rythme des déclarations des banquiers centraux sur l'inflation. Un point nouveau variant d'après le Conseil sud-africain de recherche médicale. Ce dernier provoquerait à ce jour des symptômes plus légers que les souches précédentes et n'a pas donné lieu à une forte augmentation des hospitalisations. Pour rappel, la présence du variant Omicron a été détectée dans au moins 15 États américains et dans la plupart des pays européens où les restrictions sanitaires ont été ou sont sur le point d'être renforcées et où la vaccination pourrait être rendue obligatoire, comme ce pourrait être le cas en Allemagne. À noter qu'un conseil de défense doit se réunir ce lundi à l'Élysée. À cet effet, Bruno Le Maire s'est exprimé hier. Il a tâché de rassurer sur le risque de nouvelles contraintes, affirmant que le gouvernement fera tout afin d'éviter de rendre la vaccination obligatoire et de rejeter l'idée d'un nouveau confinement. Aux États-Unis, le rapport sur l'emploi mitigé de novembre n'aura pas bouleversé les anticipations quant à l'accélération du tapering de la Fed. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se tend de près de 5 points de base, et ce, à 4 jours de la publication de l'indice des prix à la consommation de novembre aux États-Unis. Pour rappel, le comité de politique monétaire se réunira les 14 et 15 décembre. Sur le front du pétrole, le baril de Brent progresse alors que l'Arabie saoudite anticipe une forte demande en Asie et aux États-Unis et y relève les prix de ses exportations de brut. Total Energy avance dans le vert. On termine avec le chapitre pluie de contrats en Arabie saoudite. Un accord d'un montant de 4 milliards de dollars a été conclu entre la compagnie aérienne saoudienne Flynas et CFM, co-entreprise de Safran et General Electric. Safran progresse. Airbus est en hausse. Saudi Arabian Military Industries, consortium d'État des industries militaires d'Arabie saoudite, a annoncé en marge de la visite d'Emmanuel Macron la signature d'un accord avec l'avionneur pour la création d'une co-entreprise spécialisée dans la maintenance de l'aéronautique militaire. Et puis Dassault Aviation prenait encore plus de 2% ce matin après l'annonce la semaine dernière d'un contrat portant sur 88 Rafales avec les Émirats arabes unis. Thales, qui équipera ses appareils de capteurs, s'apprécie aussi.
Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Comme chaque lundi, on fait le point sur les enjeux techniques de marché pour les jours à venir. Et c'est Romain Daubry qui est avec nous, évidemment, pour le plan de trading avec Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Romain. Bonjour, Grégoire. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. L'ambiance du moment est confuse. Voilà le mot qui résume votre état d'esprit, l'analyse du marché que vous nous présentez aujourd'hui, Romain. Oui, un petit peu. On a un marché en fait qui est avant tout très technique. Les indices européens ont formé des figures de retournement baissière avant les indices américains. Elles sont allées chercher leur cible quasiment parfaitement, peut-être pas complètement l'Eurostoxx, mais sur les indices européens c'est le cas. Et puis les indices américains ont formé des structures de retournement baissière et à l'exception du Nasdaq, elles sont allées chercher leur cible. Le Nasdaq pas complètement. On voit que tout ça se met du temps à se mettre en place et que il y a des signaux un peu contradictoires. Sur les indices. Globalement, on a une idée quand même que probablement on a vu des sommets pour quelques temps au moins, que le marché ne veut pas complètement décrocher. C'est peut-être le scénario idéal, hein, c'est de consolider tranquillement. On en reste à ce stade à un niveau de consolidation et on n'entre pas en correction. Donc on a été chercher des cibles de court terme. Ouais. On est toujours baissier à court terme. On n'est pas encore baissier à moyen terme et on flirte avec des niveaux qui ferait risquer des accélérations baissières plus marquées sur différents indices. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on défend systématiquement ces niveaux, qu'il n'y a pas de risque majeur. Et puis, du côté des marchés dérivés, les éléments sont intéressants, puisqu'on avait ouvert 19 000 contrats futurs le 26 novembre, le vendredi 26 novembre. La baisse de 4,75% sur le CAC, hein, c'est ça 17 000 contrats, 2 000 de plus le lundi suivant. Et puis, tout au long de la semaine dernière, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, on a clôturé tous les jours quasiment la même quantité de contrats, 5 à 6 000 contrats par jour. Donc des vendeurs qui, quel que soit le sens du marché, se sont débouclés. Et même si on n'a pas eu un sentiment de hausse, finalement la semaine est quasi neutre. On progresse la semaine dernière de 0,38% sur l'indice parisien. Et la semaine est quasi neutre. Et en fait, c'est un marché qui est avant tout technique, même si on a des éléments de volatilité. Et on préserve des niveaux d'alerte. Et on a plus de pression baissière, Ouais, c'est ça. C'est parce que la pression baissière a diminué que le marché a pu se stabiliser, voire rebondir un peu. Exactement. Donc ça veut dire que ceux qui avaient pris l'initiative baissière prennent leurs bénéfices, sortent, considèrent donc que manifestement ça ne va pas aller plus loin dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas reprendre, mais ça veut dire que pour cette impulsion-là, les vendeurs qui avaient pris l'initiative ont débouclé leur position. On se retrouve même avec 2000 contrats de moins qu'à l'origine. Donc on était aux alentours de 7010 au moment du déclenchement de l'impulsion. On est 310 points plus bas. Et à 310 points plus bas, on arrive avec 24 000 contrats de moins, donc moins de contrats que précédemment. Donc on a un marché qui est avant tout technique, pas de grosse prise d'initiative. On voit qu'il y a des éléments qui se passent et que ça sort vraiment des indices globalement et on forme beaucoup de stock picking. On a un niveau de couverture qui est toujours assez complaisant, même sur les niveaux actuels, même avec les alertes et même avec une volatilité qui est autour de 25, donc qui est tendue chez nous. Il y a pas mal d'éléments qui font penser que le marché pourrait glisser de façon complémentaire, mais on voit que pour l'instant ça reste technique. Il n'y a pas de sell-off et ça n'est pas un mouvement de baisse plus marqué que ça, tant qu'on préserve certains niveaux sur les indices majeurs. Et cette diminution de la pression baissière laisse à penser que pour l'instant, cette impulsion baissière touche à sa fin. Bon, vous citiez le Nasdaq comme un contre-exemple d'une certaine manière, un indice qui n'est pas allé chercher ses objectifs à la baisse comme ont pu le faire d'autres indices. Quand on regarde quand même le graphique ou sur une unité de temps hebdomadaire ou journalière du Nasdaq 100, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'on a là aussi marqué un pic d'une certaine manière ? Probablement. C'est le deuxième. On va voir le graphique du Nasdaq 100 de façon hebdomadaire et journalière ensuite. Mais hebdomadaire, on avait formé avec le rectangle bleu que vous voyez un avalement baissier donc au mois de septembre. C'est normalement une figure qui aurait marché de des signaux de baisse marqués. Ça a été le cas. Il y a une correction, mais assez limitée. On est resté à l'intérieur du canal aussi de long terme. Là, on n'arrive pas à aller chercher la borne haute et on voit cet avalement baissier qui s'est développé une fois encore il y a 2 semaines. Donc la bougie rouge d'il y a 2 semaines a englobé la bougie précédente verte. Ça, c'est un avalement baissier en haut de marché. Deuxième avalement, c'est quand même un signe de faiblesse. En revanche, on préserve en clôture vendredi soir les
les précédents tops du mois de septembre. Donc, on ne capitule pas et on constate même qu'en clôture vendredi soir, on reprend sur un Nasdaq qui perdait près de 3%, on reprend près d'1% dans les 4 dernières heures. Donc, il y a toujours une petite résilience, des formes de regain, d'intérêt, même si elles sont limitées, et on préserve des niveaux d'alerte. Donc, on remonte nos seuils d'alerte, évidemment, mais un indice qui reste quand même relativement fort et qui n'est pas, on va pouvoir le voir donc avec le graphique en journalier cette fois-ci, aller chercher encore ses cibles baissières. Et il avait formé une structure de retournement en épaule, tête-épaule. Elle est assez tordue, le mouvement se met en place un peu avant, on voit qu'il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur, et on s'arrête sans aller chercher la cible. Alors, c'est pour ça qu'on va positionner notre cible. En plus, elle correspond exactement avec la borne basse du canal haussier, donc toujours un marché extrêmement technique. C'est pour ça qu'on va positionner notre alerte de court terme sous 15 146. Sur le Nasdaq, l'alerte de moyen terme, elle sera assez proche, 14 526. C'est un indice qui tient quand même extrêmement bien, même s'il y a pas mal de valeurs qui ont des configurations, je les regardais individuellement, qui ne sont pas extraordinaires. Alors, on a Meta, Facebook, qui a perdu 20% depuis ses sommets, qui est une configuration qui n'est pas géniale. Il y a Apple aussi qui s'inscrit dans un grand biseau ascendant, qui est une figure de baisse et qui donne des signaux de faiblesse depuis quelques séances. Donc ça, c'est pas très engageant sur cet indice, mais pour l'instant, ça tient. On constate que il ne fait qu'à peine glisser, à peine corriger dans un mouvement compliqué. Bon, et quand on regarde alors S&P 500 et Dow Jones, les deux autres grands indices américains, là, on est allé chercher les niveaux d'alerte de court terme. Exactement. Sur le S&P, c'était petit. La structure de retournement, on ne la voit pas là en hebdomadaire, mais ça suffit à voir qu'on est allé chercher les 15 535, qui devient notre alerte de court terme. Et qu'est-ce que c'était? De la même façon que sur le Nasdaq, les tops du mois de septembre qu'on préserve. Donc, niveau d'alerte de court terme, clairement, il faut préserver ce niveau-là avec un risque de retournement qui serait situé sous 4284. On est sorti du canal aussi, on n'arrive pas à le réintégrer. Deuxième fois, avec avalement baissier de la même façon. Voilà, ça sent l'épuisement de façon lourde et de façon sur plusieurs mois d'affilée sur les grands indices majeurs. Bon, quand on regarde la volatilité, là aussi, vous le notiez, effectivement, on reste sur des niveaux de volatilité quand même un peu plus élevés que précédemment, autour de 25 en Europe, à Paris, on est même quasiment allé voir 30 sur le VIX américain, c'est ça, Romain? Exactement. Alors, on n'a pas vu le cas du Dow Jones, mais la configuration est un petit peu similaire. On a bloqué autour des 34 500 points, qui était la première cible. On est allé chercher un peu en dessous, et puis on s'est installé au-dessus. Pour le VIX, oui, très intéressant graphiquement, on a ce canal baissier qui est très net, qui s'analyse vraiment. On voit qu'on arrive à aligner cette série de points dans la borne haute du canal et qu'on s'est installé la semaine dernière au-dessus. Donc la duplication de ce canal donnerait une cible située à 43,15, un niveau de volatilité qui a été parmi les tops qu'on a connus en juin précédemment. Donc il y a quand même des risques d'accélération, même si ça se passe de façon très technique, très organisée, ce qui est en général pas propre d'un mouvement baissier qui doit être un peu brutal. On a un indice qui s'installe au-dessus des 28 en clôture hebdomadaire, et enfin pour la semaine dernière, au-dessus de ce canal. Il faut vraiment repasser en dessous assez rapidement, au risque d'accélérer de façon un peu plus marquée. Donc, vous voyez, on a toujours cette idée que ça se passe pour l'instant gentiment, mais qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que le marché dérape. Pour l'instant, il n'y a pas, les signaux d'alerte sont éloignés. Ouais, donc phase quand même où la gestion du risque doit être une grande idée directrice là pour les intervenants de marché, traders sur des horizons de temps en tout cas relativement courts. Exactement. Ouais. On voit que c'est très maîtrisé, très contrôlé et que c'est très observé. Tout est canalisé, même la volatilité qui graphiquement fait des schémas très propres. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur une vision court terme du CAC 40, du futur CAC? Comment est-ce qu'on est positionné là pour entamer cette semaine et quels vont être les niveaux techniques importants à surveiller, Romain? Eh bien, on est toujours dans cette zone d'alerte de court terme qui est sous 6845, 6866 par extension, mais si on veut. Et on a donc cette information que la pression baissière a diminué, donc c'est pour ça qu'on envisage un rebond. Il faudra clôturer au-dessus de 6845 pour revenir en zone de neutralité, et ce jusqu'à 6975, 7000. 12 qui resterait, voilà, alors il y a beaucoup de niveaux intermédiaires, j'ai simplifié, mais voilà ce qu'on peut observer. Sous 6735, ça devient un peu gênant de repasser sous ces niveaux-là, mais la zone d'alerte de moyen terme, elle est entre 6540 6660. On voit notre borne haute du canal haussier de long terme, on s'en est approché, on a rebondi dessus. La semaine dernière, plus
sous fond de rachat de short, donc même si on avait ce sentiment un peu baissier toute la semaine dernière. Et on surveille cette formation, cette structure en triangle symétrique, qui est pour l'instant en pointillé, mais qui est intéressante. Elle devrait être touchée au moins d'un côté ou de l'autre, encore une fois, pour être validée. Mais la figure est probable. Normalement, c'est une figure de continuation, donc il y a plus de chances qu'elle continue vers le bas. Ça peut être aussi une figure de retournement, un peu moins de probabilité, mais ça peut être le cas. Donc à surveiller, parce que ça donnerait des cibles graphiques intéressantes dans un cas comme dans l'autre. On n'en est pas encore là, mais on surveille ces niveaux-là. La sortie en dessous de 735 un peu, mais 660 en tout cas, c'est sûr, et 845 en haut permettra d'en savoir plus pour le déroulement du scénario. On voit que c'est mitigé, on voit qu'on a préservé toujours ces niveaux de la Mais d'où l'idée de confusion, effectivement. C'est pas une dégradation majeure qui nous emmènerait vers un scénario noir. Mais c'est quand même une phase où il faut faire attention au risque. C'est une phase où il faut faire attention. Je ne sais pas comment le dire autrement. Non, mais c'est ça, c'est délicat. Et c'est pour ça que je trouve que c'est confus et compliqué. Le risque de correction plus marqué, il n'est pas très grave non plus. Non. On a vu quoi, 5-6% de baisse du pic au creux pour le CAC 40, par exemple. Exactement. Et vous dites, on n'est jamais allé jusqu'à une baisse de 10% qui nous amènerait en territoire de correction. Exactement. Et si la correction se mettait en place, elle renverrait sur l'indice parisien. On a des cibles qui se situent entre 5008 et 5009 environ, qui sont les prochains niveaux de couverture un peu denses. Donc aussi, ça reste très technique. C'est intéressant, 6006, 6007, toujours, ça servait d'amortisseur. Et donc l'accélération complémentaire, elle serait vraiment canalisée pour l'instant, en tout cas entre 5008 et 5009. Donc ça ne donne pas des scénarios baissiers très très graves, ce serait une correction. Même le scénario du pire vous inquiète pas beaucoup plus que ça. Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, aujourd'hui. Voilà, exactement. Après, il faut voir dans la façon dont ça se produit. Et il vaut mieux une correction un peu marquée dans un marché qui a quand même pris 80% depuis ses points bas. Donc ce serait pas extraordinaire d'aller perdre 8 et 10%. Quand on sort des indices, Romain, est-ce qu'il y a il y a deux valeurs qui vous paraissent emblématiques peut-être de la situation de marché en ce moment, c'est Arcelor et LVMH. Exactement, ArcelorMittal qui forme une structure de retournement en épaule, tête-épaule, bien connue. On est en train de travailler en ce moment autour de la ligne de coût, ça s'articule. On a quand même de bonnes probabilités qu'elle se mette en place et qu'elle se confirme, cette valeur, et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du stock picking à faire et peut-être qu'on doit sortir des indices. En tout cas, pas l'acheter, ou en tout cas pas au-dessous, jusqu'à 25,70. La structure reste valable et baissière, nettement, avec une cible située aux alentours de 17,20, une correction de l'ordre de 25% sur le titre complémentaire. C'est pour ça qu'on peut peut-être ne plus attendre grand-chose des indices, regarder individuellement certaines valeurs qui seraient plus intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui sur l'indice parisien qui sont positives, et donc on a ça. Alors j'aurais pu prendre aussi l'exemple de Safran, qui n'est pas très bien orienté graphiquement, Stellantis non plus, qui donne des signaux vraiment de faiblesse depuis quelques temps et depuis quelques semaines. Et puis on a une valeur comme LVMH. Même LVMH qui donne une... Même LVMH, il faut s'en méfier. Qui donne des signaux de désorientation. Alors je sais que si on doit se méfier de LVMH. Je touche au sacro-saint de valeur du luxe, mais oui, il y a cette structure en triangle inversé qui est bien travaillée, très propre, bien identifiée par le marché. On a buté sur la borne haute une troisième fois, en bas deux fois aussi. On n'a pas formé en revanche les 5 vagues encore nécessaires au déclenchement d'une structure. Donc on pourrait avoir encore une phase de baisse, puis un rebond et un risque derrière. C'est dire que les marchés semblent s'épuiser un peu de façon globale, de façon lourde. Si on regarde des valeurs comme Kering, elle ne s'est jamais remise de ces baisses de l'été dernier. Elle a rebondi, mais elle n'a même pas repris la moitié du terrain qu'elle avait abandonné. Et donc voilà, il y a des valeurs comme ça qui ne donnent pas un potentiel haussier très, très intéressant, à mon sens, en tout cas à court terme. Et il faudrait des structures de retournement, digérer ces mouvements-là. Et quand on voit des valeurs fortes de l'indice se comporter de cette façon-là, c'est un peu délicat. Bon, l'idée d'une phase de distribution, comme on dit quand on analyse les enjeux techniques de marché, on verra ce qu'il en est le 17 décembre. Ce sera peut-être un moment clé pour quelques réponses en fin d'année sur la tenue technique des marchés. Ce sera la dernière échéance de l'année. Exactement. Et puis de dire aussi que si c'est une phase de distribution, elle peut être longue. Il s'avère qu'il peut se passer des choses pendant ce temps-là au sein des indices même et sur les valeurs individuellement. Des choses qui sont assez positives sur certains titres. On voit deux CRSI qui rebondissent pas mal aujourd'hui, qui sont des plus petites valeurs. Il y a des valeurs qui tiennent bien. Legrand, Schneider font partie des valeurs fortes encore. Sur l'indice parisien, elles n'ont pas des structures de rebond et de continuation haussière qui sont très fortes non plus dans les médias. Merci beaucoup Romain. On vous retrouve chaque lundi pour le plan de trading avec Bourse Direct dans Smart Bourse sur Bismart.
Et Thomas Koster qui nous rejoint à distance depuis Genève, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. On se parle tous les lundis, c'est l'époque de fin d'année qui le veut, l'exercice traditionnel des prévisions économiques pour l'an prochain. Thomas, quelle est l'histoire forte de l'économie américaine pour 2022 selon vous Thomas ? Alors, il y a vraiment 4 paramètres que l'on regarde. Le premier, c'est évidemment Covid-19. Deuxième, le monétaire. Le troisième, c'est le budgétaire. Et le quatrième, c'est l'épargne accumulée. Le thème l'année prochaine s'articule surtout, alors si on fait abstraction du coronavirus pour un moment, mais ça s'articule surtout autour de l'épargne accumulée. On est, pour les ménages américains, je le rappelle, à plus de 2500 milliards de dollars d'épargne accumulée. Et on pense que cette épargne accumulée peut être en partie dépensée en 2022 et ça peut compenser le retrait de l'impulsion budgétaire et monétaire qu'on verra certainement l'année prochaine. Donc un scénario où une croissance qui va en ralentissant, mais quand même croissance résiliente d'après nous. Donc pour vous donner un chiffre, on a 3,4% de croissance pour les États-Unis l'année prochaine. Ouais, 3,4%, bon, ce qui est peut-être un petit peu inférieur au consensus aujourd'hui. Je ne sais pas, Thomas, j'ai vu que Goldman Sachs avait encore un petit peu abaissé. On a en tête, oui, c'est ça, 4% peut-être pour le consensus sur la croissance américaine l'an prochain. C'est ça, Thomas ? Tout à fait, voilà, avec un peu plus de prudence sur la mesure dans laquelle les ménages vont dépenser l'épargne accumulée. Nous, on s'attend plutôt à une dépense lente, mais quelque part maintenue sur la durée. Donc la question, c'est en effet, quelle est votre prévision pour cette mobilisation de l'épargne ? Évidemment, le deuxième facteur un peu plus court terme, c'est la question des goulets d'étranglement dans les chaînes de production, puisque si ces goulets d'étranglement s'arrêtent, on peut avoir une demande qui se remet en place assez rapidement, mais ça peut être aussi un effet, quelque part un peu un effet immédiat, mais aussi un effet qui s'évanouit ensuite par la suite. Donc ça va pas être évident quand est-ce qu'on met exactement la fin de ces goulets d'étranglement, c'est la question clé pour le chiffre du PIB l'année prochaine. Très intéressant effectivement de comprendre les variables là, qui sont importantes à suivre pour vous économistes. Donc effectivement, à quel rythme la surépargne Covid va-t-elle être réinjectée dans l'économie ? Ça nous amène au sujet de la confiance quand même, Thomas. C'est-à-dire pour désépargner, il faudra quand même que les ménages américains soient en confiance, que ce soit vis-à-vis du marché du travail ou vis-à-vis de l'inflation, qui est devenu le sujet politique majeur aux États-Unis. Est-ce que le ménage américain aura confiance dans la gestion du marché du travail et dans la gestion de l'inflation l'an prochain par les autorités américaines ? Alors, si on regarde déjà dans le rétroviseur, on voit que les ménages américains ne se sentent pas bien d'après les enquêtes, mais ils continuent à consommer de façon abondante. Donc, on a une très forte consommation, et en particulier sur les biens. Donc, quelque part, si on regardait juste les indicateurs de confiance des consommateurs, on aurait fait fausse route ces derniers mois. Donc, moi, j'aurais tendance à être un peu temporiser ces indicateurs de confiance qui sont en effet peut-être trop guidés par l'inflation et l'inflation perçue, mais qui, à mon avis, ne mettent pas assez en valeur cette épargne accumulée. Donc évidemment, il faudra continuer à regarder cette confiance des consommateurs, mais on sent que la confiance est un peu trop... il y a un peu des distorsions liées à l'inflation et à cette perception de l'inflation, et aussi au côté politique autour de cette inflation, avec le gouvernement Biden qui est vu assez sévèrement. Mais voilà, encore une fois, le consommateur américain continue de dépenser. Sur le marché du travail, on voit les voyants sont encore au vert. Et autre chose importante, le robinet du crédit continue à couler de façon abondante aux États-Unis, notamment sur les cartes de crédit. Donc ça aussi, c'est un signal assez positif pour la consommation. Conclusion de tout ça, sur le plan de la politique monétaire, Thomas, vous dites que en menant 3 hausses de taux en 2022, la Fed n'entraverait pas la bonne course de l'économie américaine. Tout à fait. Encore une fois, il faut regarder la politique monétaire contre là où est l'économie. L'économie est quand même en bonne forme. On a un taux de chômage qui, rappelons-le, est à 4,2%. Alors, certes, on peut discuter sur le taux d'activité ou le taux de participation, mais quand même, on a une économie qui est quasiment revient à son potentiel. Donc, c'est le moment, quelque part, de resserrer la politique monétaire. Or, en fait, la Fed... si on regarde ce prisme-là, la Fed est quelque part en retard par rapport au cycle économique et 3 hausses de taux restent relativement, alors j'insiste sur le mot relativement, mais relativement inoffensive par rapport à l'état de l'économie qui se porte quand même très bien et qui est de retour au potentiel, voire même le marché de l'emploi qui
entre une zone de plein emploi. Il semble que le variant Omicron quand même rende peut-être un peu plus difficile les conversations de banque centrale pour la semaine prochaine, hein, puisqu'on aura des grandes réunions. Il y a déjà des réunions cette semaine, mais la semaine prochaine marquera les réunions de la Fed, bien sûr, de la Banque centrale européenne ou encore de la Banque d'Angleterre. Comment est-ce que le variant Omicron s'invite dans l'équation de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine à ce stade, Thomas ? Oui, ce qui est intéressant, c'est de noter que pour l'instant, les membres de la Fed voient deux choses, un peu plus de risque haussier sur l'inflation, et évidemment un risque plutôt baissier pour la croissance, mais ils ont l'air de mettre plus l'accent sur les risques haussiers sur l'inflation. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on semblerait que Omicron pourrait les laisser sur cette voie plus hawkish, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les membres de la Fed ont vraiment peur que des effets de second tour de l'inflation, c'est-à-dire que l'inflation des prix se transmet aux salaires, se transmet aux attentes, aux anticipations d'inflation, et qu'il y ait donc une inflation qui se poursuive. Or, voilà, cet intérêt pour l'inflation, ce focus sur l'inflation fait que la Fed pourrait rester hawkish à court terme et donc continuer cette rhétorique d'une potentielle accélération de la fin du QE. Sur le marché du travail, Thomas, quel est le niveau de tension aujourd'hui ? Vous l'avez souligné, effectivement, le dernier rapport montre du côté de l'enquête des ménages un taux de chômage à 4,2%. On n'est pas très loin des plus bas historiques. On avait vu 3,5% lors des précédentes années. Il y a une grande question sur qui participe ou qui ne participe plus au marché du travail américain. On a vu sur le rapport du mois de novembre une légère remontée du taux de participation à 62,8%, je crois, Thomas. Est-ce que vous estimez qu'au cours de l'année 2022, le marché du travail américain puisse encore réattirer une partie de ceux qui n'y participent plus ? Oui, alors d'après moi, le vrai sujet, c'est en fait l'immigration aux États-Unis. Ce qui s'est passé pendant la crise du coronavirus, c'est que l'immigration s'est quasiment arrêtée. Or, on sait que c'est un peu l'huile dans les rouages du marché du travail américain. Là, ce qu'on a vu sur les derniers chiffres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une forte poussée de l'immigration, que moi je regarde à travers l'estimation du nombre de personnes qui sont nées à l'étranger aux États-Unis. Mais bref, on a vu quand même cette immigration remonter très fortement. Alors là, par contre, avec le risque Omicron, on pourrait penser que cette immigration pourrait potentiellement décélérer dans les prochains mois si les frontières se mettent à se fermer à nouveau. Mais j'ai quand même bon espoir que si on fait abstraction de Omicron plus tard dans l'année 2022, que l'immigration revienne et que ça redonne un peu de l'huile dans les rouages du marché du travail américain qui, selon moi, est tendu à l'heure actuelle, y compris pour des raisons structurelles, notamment le départ en retraite en masse, et aussi des nouvelles attitudes par rapport au travail. Oui, effectivement, nouvelle manière de travailler. Et de ce point de vue-là, je veux dire, la poussière n'est peut-être pas complètement retombée avec une pandémie qui reste malgré tout présente dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup Thomas. Thomas Koster qui était avec nous pour cet éclairage macroéconomique américain chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Thomas qui est économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management à Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. La semaine commence bien sur les indices européens. On se retrouve ce soir en direct pour la suite des épisodes à 17h sur Bismart.